Bonsoir tout le monde, Ah, bienvenue après les fêtes de Pâques. Nous nous rencontrons aujourd'hui pour la cinquième conférence de la série dédiée aux sept piliers du judaïsme. Et c'est avec un grand plaisir que je Voilà, reçois c'est des aujourd'hui mon chayons. ami et collègue Yeshaya d'Alsace, Ah, rabbin de la communauté d'Or Vador dans l'est de Paris. Yeshaya est invité aujourd'hui à nous présenter le thème le rapport à l'autre, tolérance et solidarité. Donc, comme je le disais, le rabbin Yeshaya d'Alsace, rabbin de la communauté d'Or Vador, dans l'est de Paris, va nous dispenser la cinquième conférence destinée au thème le rapport à l'autre, tolérance et solidarité. Quelques mots sur le rabbin Yeshaya d'Alsace. Yeshaya d'Alsace était à l'origine un homme de théâtre, si je ne me trompe pas. Il a reçu son diplôme rabbinique de l'Institut Scherter, comme beaucoup de nos intervenants précédents, de même que le rabbin Rivon Krieger et Yeshaya et le rav David Touboul de la communauté de Nice. Et il exerce en sa qualité de rabbin. Pendant plus de 10 ans, il a été le rabbin de la communauté de Nice. Et depuis plus d'une dizaine d'années, il est le rabbin de la communauté d'Or Vador. Yeshaya, si tu veux, tu pourras dire quelques mots, quelques phrases sur ta communauté et entrer dans le vif du sujet. Bonne soirée à tout le monde et Batzlacha, Yeshaya. merci, bonsoir tout le monde. Pour ma communauté, elle est parisienne, il n'y a pas grand-chose à en dire. C'est la deuxième communauté à Paris, elle est située dans l'Est. Et partager un document pour que ça soit plus facile pour les gens de suivre et plus intéressant pour eux. Et j'espère que vous le voyez correctement, le, ce document, vous voyez, indique le texte lui-même du pilier tel qu'il est formulé. Alors, ce qui est intéressant dans ce document, c'est le sujet, tolérance et solidarité. C'est un sujet qui est, a priori, va de soi. On va le lire ensemble. Le mouvement Ma Sortie vise à resserrer les liens entre les Juifs de par le monde, sans chercher à minimiser certaines divergences avec d'autres tendances. Il entend maintenir la fraternité et s'élever au-dessus des querelles partisanes. Et là, on cite le Talmud, Kol Israël Arevim Zé Zé, tous les Juifs se doivent d'être solidaires. La discussion doit pouvoir être franche dans un esprit cordial et sincère de dialogue, Marloket Leshem Shamaim. Ça, c'est une citation de la Mishnah Avot. Il accueille en son sein et sans discrimination des juifs de diverses communautés, d'origine et de tendances idéologiques ou spirituelles. Il vise par ailleurs à combattre énergiquement l'antisémitisme partout où il se manifeste dans le monde. Le pluralisme est une valeur, non un défaut. Alors, le, ces piliers, euh, tel qu'il est formulé, en tout cas dans cette formulation-là, on a ici moi, je dirais une déclaration d'intention louable à laquelle il me semble que tout le monde ici adhère, a priori. Et la question, c'est de savoir comment on met ça en place et qu'est-ce que ça dit du monde juif. C'est ça qui m'intéresse avant tout, sachant que le monde juif actuellement souffre beaucoup de ces divisions, mais c'est quelque chose qui est une récurrence, les divisions dans l'histoire juive, et qui ont quelquefois coûté très cher au peuple juif. Alors, tout le monde pense, quand on pense tolérance, on va penser à intolérance, et il y a une partie du monde juif orthodoxe, pas tout le monde, mais les plus stricts, les plus durs, qui brillent, on peut le dire, par son enfermement, et je dirais même un certain mépris à l'égard des autres sensibilités juives, et donc avec une défiance très forte, hein, à l'égard des idées nouvelles. Donc ça, on veut se démarquer de ça, me semble-t-il, très clairement dans ce pilier qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, a priori, on aurait tendance à dire que les Juifs qui fréquentent le mouvement moins sorti seraient à l'abri, complètement à l'abri de tout sectarisme, sinon ils ne viendraient pas chez nous. Et c'est ce qu'on clame d'ailleurs fortement dans ce pilier. Et on aimerait que tout le monde pouvait être aussi tolérant et solidaire que nous le sommes. Alors, c'est un vœu, hein, je ne dis pas que c'est la réalité,
Et moi, je propose donc d'examiner tout ça un petit peu et qu'est-ce que ça veut dire avec un petit brin d'esprit critique sur tout ça. Alors, d'abord, sur la question même de la tolérance qu'il faut définir. Il faut comprendre que le désaccord est une condition nécessaire au concept de tolérance. Parce que si je suis d'accord, je tolère rien. A priori, j'ai rien à tolérer. Donc, la définition d'une personne comme tolérante, elle va fonctionner que s'il y a un contraste, on peut même dire une tension, vous voyez, entre cette personne et l'objet de sa tolérance. Donc la tolérance, elle est radicalement différente de l'indifférence. Quelqu'un d'indifférent ne peut pas être qualifié de tolérant. La tolérance, elle exige de se soucier du bien-être d'autrui, mais elle passe par la retenue. Je m'inquiète de l'autre avec qui je ne suis pas d'accord ou qui fait quelque chose qui ne me plaît pas, mais je me retiens. Et de ne pas exercer justement force, autorité et contre des valeurs ou des opinions, des comportements qui ne me conviennent pas. Alors, ça, c'est une première condition. Une deuxième condition, c'est de définir, pour définir une personne comme tolérante, eh bien, c'est que le contraste entre cette personne et l'objet de la tolérance doit être substantiel. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une différence. Et la troisième condition, c'est que pour être, justement, avoir une capacité à être tolérant, eh bien, c'est d'être capable d'exprimer, justement, son intolérance. C'est-à-dire que sinon, encore une fois, on reste dans quelque chose de flou, de mou, et donc on ne pourra plus parler de tolérance. Alors, je dis ça parce que ça va pas de soi. Souvent, on va associer la tolérance à quelque chose de justement une espèce de consensus mou. C'est tout à fait autre chose, me semble-t-il. Je voudrais citer le philosophe israélien Yirmiyahu Yovel, qui fait remarquer que la tolérance, avant, dans le passé, hein, c'était une question de bonté condescendante, qui était unilatérale, de celui qui avait le pouvoir et qui pouvait tolérer certaines choses qui, les comportements ou des idées qui ne lui convenaient pas, mais c'était, voilà. Et ça, c'est quelque chose justement de péjoratif. Et c'est pas basé, vous voyez, c'est sur une vraie reconnaissance, ni de l'humanité de l'autre, ni une vraie empathie. Vous voyez, c'est pas émotionnel, etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la tolérance aussi, ça implique une certaine souffrance. Là, je dis ça parce que je m'appuie sur l'hébreu, lisbol, ça se dit comme ça qu'on dit tolérer, et donc c'est la même, c'est tout à fait synonyme de souffrir. Ah oui, sinon j'ai rien à tolérer. Et donc, vous voyez bien qu'il y a, dans le mot tolérance, il y a un sous-entendu de friction. Et donc, la souffrance serait la base de la tolérance. C'est une idée qui me semble très intéressante. Et il y a quelqu'un d'autre qui a beaucoup réfléchi là-dessus, qui est pas le musicien Ménouchine, mais un monsieur qui s'appelle Ishaï Ménouchine, qui est un philosophe assez connu en Israël. Et lui, il dit, il soutient que la tolérance et le pluralisme s'opposent l'un à l'autre. Or, dans notre pilier, on a cette idée du pluralisme. Et donc, est-ce que c'est pas quelque chose qui ne fonctionnerait pas bien ensemble? Ouais, il faut faire attention entre cette idée de tolérance et est-ce qu'elle est nécessaire dans un système véritablement démocratique? Lui, il va défendre Jaime Nouchine que justement dans un système véritablement démocratique, il n'y aurait plus besoin de tolérance parce que les choses se compléteraient. Alors on arrive à si vous voulez, une forme de paradoxe de la tolérance, c'est que si une société est tolérante sans limite, bah, la capacité de tolérance est finalement exploitée pour la détruire par l'intolérant. C'est un des problèmes qui se posent à l'Occident face à des gens qui cherchent, qui sont dans un tout autre système de pensée, qui peuvent chercher justement à abîmer l'Occident de l'intérieur. Et c'est le problème des démocraties aussi, quand un gouvernement ou un parti plus exactement non démocratique euh, arrive au pouvoir. C'était le cas de l'Allemagne de Weimar, bien sûr. Alors, vous voyez, il y a un paradoxe et une limite à la tolérance. Et ce paradoxe, il est exprimé par
philosophe assez connu qui est Karl Popper en 1945, et qui disait que pour soutenir une société tolérante, la société doit être intolérante à l'égard de l'intolérance. Et qui, par définition, va éroder, va limiter, vous voyez, la tolérance. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il en est du judaïsme? Alors, c'est pas évident, parce que le judaïsme, c'est la première religion monothéiste. Et en tant que religion monothéiste, on va vite qualifier, ça, pas mal d'historiens l'ont fait, notamment un qui est très connu, qui est Jan Assmann, un historien allemand, mais qui va dire, ah, mais le monothéisme, c'est le début de l'intolérance, contrairement au paganisme, parce que chez les païens, il y avait plusieurs divinités, et que le monothéisme est synonyme d'intolérance, en tout cas d'une certaine intolérance. Et quand on lit certains textes bibliques, bah, c'est évident qu'il y a des textes très marqués par une forme d'intolérance. Alors, je ne vais pas les citer tous, c'est pas nécessaire, mais il y a une forme de violence fondatrice, vous voyez, une espèce d'intolérance sacralisée. Il y a l'épisode du veau d'or, la révolte de Korach, le prophète Élie au mont Carmel, Jonas à Ninive, enfin, etc., etc. Et donc, la problématique, est-ce que la Bible, pour autant, à ce moment-là, serait intolérante ou prônerait une forme d'intolérance? On peut le défendre. Mais là où ça devient plus compliqué, c'est que justement, le texte biblique, c'est le propre du texte biblique, c'est un texte pluriel, c'est un texte où il y a des tensions internes, et ces tensions internes vont servir justement à atténuer le climat d'intolérance qu'on pourrait relever dans les épisodes que j'ai cités et dans d'autres. Alors, ensuite, il y a un principe dans le judaïsme qui est très important, c'est que ce n'étant pas une religion exclusive, vous voyez, qui voudrait absolument convertir tout le monde, prosélyte, eh bien à ce moment-là, ça sous-entend par définition une place ou plusieurs places à d'autres systèmes, donc soit d'autres monothéismes, soit voire d'autres choses. Alors c'est le concept, si vous voulez, de juste parmi les nations, de mitzvot de Bnei Noach, etc. Et ce sont des concepts juifs très classiques, hein. Et donc, le judaïsme ne postule pas que tout le monde soit juif. Donc, il y a de la place pour d'autres choses. Et ça, c'est déjà dans le judaïsme biblique. Dans le judaïsme rabbinique, c'est un peu plus compliqué parce que dans le judaïsme rabbinique, donc, il va y avoir la mise en place d'une doctrine beaucoup plus définie, avec la volonté de mettre une définition à cette doctrine et des voies à suivre. Et que justement pour essayer de rassembler les Juifs, c'est très clair dans ce qu'on voit. D'abord, la différence que vont faire les rabbins entre Juifs et Goy. Goy, c'est-à-dire non-juif, c'est-à-dire celui qui n'est pas juif, qui n'adhère pas à notre système, contrairement au terme biblique où ce qu'on appellera Goy, c'est un peuple, c'est n'importe quel peuple en fait. Et à Goïm, c'est les nations. C'est les nations a priori païennes, mais c'est pas du tout le même rapport qu'il y a entre le même terme n'a pas le même sens dans le judaïsme rabbinique et dans le judaïsme biblique. Et donc les rabbins cherchent à faire une claire différence entre le juif et le païen, si j'emploie ce terme. Et pas seulement ça. Les rabbins vont mettre en place tout un système pour bien faire une différence entre différentes parties du judaïsme. Vous avez des Samaritains, des proto-chrétiens, les Sadducéens, et même les partisans de Beth Shammai contre Beth Hillel, c'est-à-dire qu'on va choisir a priori Beth Hillel, les Karaïtes plus tard. Enfin, vous voyez, dans le judaïsme, il y a eu différentes sensibilités au courant qui sont clairement à l'époque où le judaïsme rabbinique se met en place, je parle de l'époque des Tanaïm, hein, de l'époque de Yavne, eh bien, une forme d'exclusive et d'intolérance, qui ressort très clairement dans pas mal de textes rabbiniques. On ne peut pas dire que le Talmud, par exemple, soit un texte très tolérant à chacune de ses pages, c'est pas vrai. Maintenant, les rabbins en question, ils ont un agenda politique et spirituel, c'est d'unifier le peuple juif. Ce qu'ils ils vont réussir à faire, parce que en fait, les autres courants que j'ai évoqués tout de suite, bah, ils vont disparaître. Les Sadducéens ont disparu, Beth Shammai, on ne sait plus ce que c'est,
Les Samaritains aussi, enfin il en reste quelques-uns, les Karaïtes, il en reste très peu. Et finalement, le judaïsme rabbinique va réussir à s'unifier, ça va prendre plusieurs siècles. Et là où il y a un tournant qui nous intéresse dans l'histoire du mouvement Massorti, bien évidemment, c'est l'époque moderne. Parce que l'époque moderne bouscule tout ce système qui a été mis en place. Et va créer, vous voyez, avec des nouvelles idées, une nouvelle réalité sociale, l'ouverture du ghetto, hein, du ghetto juif, ou des communes de ghetto étant un terme un peu générique, et avec une volonté de répondre à un désir des individus juifs de s'intégrer à la société environnante, eh bien donc, on va avoir peu à peu un public juif intellectuel qui va vouloir justement briser les murs du ghetto, se faire accepter dans la société qui devient elle-même plus ouverte. Et ça, c'est le phénomène de la Scala avec la figure de proue qui est Moïse Mendelssohn. Je rappelle ces dates, hein, Moïse Mendelssohn, c'est 1729-1786. Vous voyez, il est presque, à la fin de sa vie, presque contemporain de la Révolution française. Et il va de soi qu'une fois qu'on est rentré dans le système de l'émancipation, tout change. Alors, je vais rappeler, puisque j'ai évoqué la Révolution, on peut citer la fameuse phrase de Clermont-Tonnerre, tout en tant qu'individu et rien en tant que nation. Ça veut dire que cette phrase, elle définit, vous voyez, la modernité par l'émancipation individuelle. Et donc, si émancipation individuelle il y a, eh bien, je ne peux plus être intolérant dans les mêmes conditions que je pouvais l'être avant. C'est-à-dire que la communauté juive, avant, elle devait défendre une forme d'homogénéité, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, hein, un peu rapidement, bien sûr, je suis obligé d'aller vite, mais à partir du moment où il y a l'émancipation, ben, les choses ne peuvent plus fonctionner de la même manière. Et d'ailleurs, l'individu n'est plus dépendant de la même manière de sa communauté. Si sa communauté ne lui plaît pas, ben, il s'en éloigne, il la quitte, il peut faire autre chose, etc. Ce qui est un bouleversement très fort dans l'histoire juive, avec des conséquences assez énormes, qui ne sont pas toujours d'ailleurs faciles à cerner avec précision. Et donc l'émergence, vous voyez, d'une modernité juive va tout changer. Et le courant Massorti, il naît dans ce contexte. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il naît, et c'est paradoxal, en 1854 par une réaction intolérante. L'intolérance de qui? Ben de Zecharia Frankel, qui est son fondateur, qui est un rabbin très important, qui, dans une conférence où souffle un vent de réforme assez fort, et ben lui, il dit non, stop, on arrête là. Et donc, il est en quelque sorte intolérant vis-à-vis de ce qui se passe dans sa période. Et alors, ensuite, au courant du 19e siècle, il va y avoir une autre réaction que je me permets de qualifier d'intolérance, c'est celle d'une version américaine contre le vent de réforme qui soufflait, importé d'Allemagne d'ailleurs, dans le judaïsme américain de la fin du 19e, hein, et qui, justement, veut un courant beaucoup plus traditionnel, d'où son nom américain de conservative, conservateur. Vous voyez. Donc, c'est bien pour se détacher et avoir d'autres rabbins, etc. Et donc, le mouvement Massorti, il n'est pas du tout créé dans une espèce de tolérance, tout se vaut, tout est bien, c'est l'inverse. Il est créé dans une réaction que je me permets de qualifier d'intolérante, mais au sens noble du terme. Comme j'ai dit au départ, s'il n'y a pas d'intolérance à minima, ben la tolérance elle-même n'a pas de valeur, elle ne veut rien dire. Donc maintenant, dans le pilier qu'on a sous les yeux, vous voyez, on dit que le mouvement, on invoque le texte de Shevuot, qui est un traité du Talmud, Kol Israël Arevim Ze Beze, c'est un adage très connu, tous les juifs se doivent d'être solidaires. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va aller regarder d'où ça sort cette affaire, et, euh, et vous allez voir que c'est pas tout à fait le sens qu'on lui donne dans notre texte, parce que cet adage, il vient de Shavuot, il vient aussi de Sanhédrin, on va faire très rapidement le traité Sanhédrin, et
Vous voyez, je vous le lis rapidement. C'est Sanhédrin à la page 27, B, Detanu Rabbanan. Donc nos sages ont enseigné. Ici est un verset de Dvarim, bien connu. Lo yamutu avot albanim. Les pères ne mourront pas à cause des fils. Ou banim lo yamutu al avot. Et les fils ne mourront pas à cause des pères. Ish becheto yumatu. Un homme mourra par sa faute, sa propre faute individuelle. Le Talmud commence une discussion. Alors, parmi vous, il y a des gens qui n'ont peut-être pas beaucoup l'habitude du Talmud, donc je suis obligé de non pas de faire un cours de Talmud, mais d'aller vite sur cette page. Ma Talmud Lomar, que ça veut dire Im le lamet shelo yamutu avot be avon banim. Donc si tu me dis que ça ne correspond pas à, à ce qui se passe des pères sur les fils, alors à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire? Kvar nehemar ish becheto yumatu. C'est-à-dire que normalement, un fils ne devrait pas payer les fautes de son père. Et tu as déjà dit, dans un autre verset, euh, dans le même verset, par d'ailleurs, c'est le même, un homme mourra par sa propre faute. Donc il y a un problème, il y a une tension que le Talmud met en avant et fait remarquer. Et donc, il va faire remarquer que ça peut être une question de témoignage. Je passe à la phrase en noir. Uvanim, be'avon avot lo. Est-ce que les fils ne mourraient pas à cause de la faute des pères? Or, il est écrit, et là, on cite juste un morceau du verset, Poked avon avot albanim. C'est dans les 10 paroles, Dieu dit qu'il va, en quelque sorte, prendre compte, tenir compte des fautes des pères sur les fils, qui est a priori choquant sur le plan moral. Alors, l'explication que donne le Talmud, parce que vous comprenez bien qu'il y a un problème, il y a un problème à faire payer des gens innocents de la faute de leur père. Atam kesheo chazin maase avotehem beyadehem. C'est là, c'est quand ils détiennent l'acte de leur père dans leurs mains. C'est-à-dire quoi, détenir l'acte ou maintenir l'acte? Ça veut dire qu'ils continuent à faire les mêmes fautes. C'est-à-dire que d'après cette explication, les fils seront punis parce qu'ils continuent à fauter comme leur père. Et il le dit très clairement en citant un autre verset, Av avonot avotam itam yemaku. Ils seront punis également à cause de la faute de leur père. Alors, le Talmud continue, je passe jusqu'au bout, vous voyez, et parce qu'ils disent, mais il y a un problème, parce que chacun devrait mourir par sa propre faute. Et là, il conclut, Ish, et c'est le bas du texte, Ish be'avon arrive. Vous voyez, ils ont déformé la citation, parce que normalement la citation c'était Ish arrive. Ish be'avon arrive. C'est un homme par la faute de son frère. Vous voyez, on est passé du père au frère. Et là, on a notre adage. Melamed, c'est Kulam Arevim Ze Beze. Cela t'enseigne que tous sont solidaires les uns des autres. Ça veut dire quoi tous? Eh ben, ça veut dire tous les juifs sont solidaires les uns des autres. C'est Kulam Arevizim Ze Beze, Atam Sheaya Beyadam Limchot Velo Michu. Là-bas, ils auraient dû protester, ils ne l'ont pas fait. Alors pourquoi je vous cite ça? D'abord, j'espère que c'est clair à peu près ce texte, mais vous voyez bien qu'il y a un problème d'injustice et que la solution trouvée par le Talmud pour expliquer cette injustice, c'est que finalement, celui qui est puni à cause de la faute de l'autre, il est puni parce qu'il y a une solidarité. Mais la solidarité, vous voyez, on est loin de notre pilier. La solidarité, c'est le fait que on est en fait arévim, c'est on est garant. C'est pas solidaire au sens propre, on est les garants les uns des autres. Et comme, voilà, si quelqu'un fait un prêt et que vous prêtez garant de son prêt, il rembourse pas le prêt, ben c'est vous qu'on va venir, à qui on va venir demander une somme d'argent. Et a priori, vous vous portez garant parce que vous pensez que l'autre va rembourser. Vous ne vous portez pas garant pour rembourser ses dettes à l'autre. Vous voyez, c'est un peu le même système. Et donc, l'origine de l'expression, elle est bien dans l'idée que tout Israël est garant les uns des autres, est solidaire des uns des autres, et qu'ils auraient dû protester contre celui qui transgresse, le transgresseur, et ils ne l'ont pas fait.
Alors, vous avez un peu le même principe dans la Gemara Shavuot, mais qui dit la même chose, grosso modo, de façon différente. Donc, je ne vais pas revenir, c'est pas nécessaire de revenir sur le texte dans Shavuot. Ce qui m'intéresse de vous montrer, c'est que là, on a quelque chose de typique, vous voyez, de ce qui se passe dans le monde juif. C'est qu'en fait, on a un adage, Kol Israël arevim ze lazé, tout Israël sont garants les uns des autres, ou solidaires les uns des autres, et qui va dans le sens, non pas de la pensée du mouvement Massorti. Dans le texte talmudique, c'est pas du tout ça dont ça parle. Ça parle, au contraire, dans le sens de la théologie des Haredim, des ultra-orthodoxes. C'est que qui paye les fautes à cause des transgresseurs? Ben, c'est les gens religieux, parce qu'il y a une garantie, en quelque sorte, qui a été donnée. Et que donc, il faut tout faire pour corriger et pour remettre dans le bon chemin ceux qui sont sortis du bon chemin. C'est ça l'idée. Et c'est pas du tout le fait d'accepter que les autres soient transgresseurs. C'est exactement l'inverse. C'est qu'il faut pousser les gens à arrêter de transgresser. Alors vous voyez que dans le texte du pilier de mouvement sorti qu'on a eu au départ, eh ben, ce texte est employé dans un autre sens. Et c'est tout à fait intéressant parce qu'on voit, d'abord, c'est peut-être un petit peu abusif comme expression comme citation, si vous voulez, mais surtout on voit un changement tout à fait classique dans l'exégèse rabbinique, un glissement de sens, vous voyez, d'une expression afin de la mettre au goût de la modernité juive. Mais en même temps, et on peut le critiquer, cet emploi qu'on a fait dans le pilier qui nous intéresse, c'est que vouloir arguer de tolérance ou de solidarité voilà, solidarité avec ceux qui vont pas bien ou je ne sais quoi, ce n'est pas le sens de l'expression au départ. Pourtant, et je vous ai mis justement pour montrer que c'est plus compliqué que ça en a l'air, vous voyez, vous avez Sefer Chassidim, qui est un texte du Moyen Âge, Ashkenaz, et qui reprend la même expression sous un sens un petit peu différent. Vous avez donc dans ce Sefer Hasidim, Mipne chez Israël Arevim Zelazé, du fait qu'Israël soit garant les uns des autres, les Char Keshet Arba al Echad, quand il y a un malheur qui vient sur l'un, Chayavim Kulam Litzter Litpalel. Tout le monde doit être solidaire et prier pour lui, et avoir de la souffrance pour lui, de la compassion pour lui. Vous voyez, ça c'est dans le sens beaucoup plus proche de ce qu'on a employé dans le pilier. Et vous avez aussi une citation que je trouve assez amusante, qui est une citation d'une tchouva, qui est du XVe siècle, dite dans le Troumat Adéchen, qui dit ceci, que chez Nafla adleka trila bebeito chez l'Israël, ika sakana. Donc, si le feu démarre dans une maison d'un juif, il y a un danger. Pourquoi il y a un danger? Parce que les non-juifs vont considérer que ça vient de ce juif, comme toute la maison va se mettre à brûler, et que à ce moment-là, on va l'accuser, lui, voilà, d'avoir éventuellement fait cet incendie, vous voyez, d'être responsable. Et donc, du coup, on pourrait même le jeter carrément dans ce feu-là. Veimken, al yedeka, yesh sakana le she'ar Israël. Et donc, il y a un danger pour tout Israël, c'est-à-dire pour toute la communauté de cette ville et Kedarkam Lomar, Kol Israël, Arevim Ze Bazé, comme leur habitude de dire, alors de qui c'est à eux? Bah, c'est aussi les juifs de le dire, mais aussi les non-juifs. Et donc il faut tout faire pour aller éteindre l'incendie. Et vous voyez, c'est bien dit dans une forme de solidarité. Et je voudrais vous citer aussi maintenant, et c'est le texte qui est en dessous, qui est très beau texte, très belle interprétation. Kol Israël, Arevim Ze Lazé. Piroucho, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, tout Israël est solidaire les uns des autres. Metukim, venez imim ze lazé. Ils sont doux et agréables les uns pour les autres. C'est-à-dire, la communauté juive devrait être, d'après cet adage, un endroit où il fait bon vivre les uns avec les autres. Ça, c'est Elimelech d'Eligens, très grand rabbin chassidique, qui dit ça. Alors, à mon avis,
ceux qui correspondent le mieux à l'adage qu'on vient de citer, c'est pas tellement les Massortis, c'est les Loubavitch dans le monde juif actuel. Pourtant, ce sont des ultra-orthodoxes. Vous voyez, c'est eux qui sont présents sur le terrain, qui accueillent tous les juifs, quels qu'ils soient, qui sont très agréables toujours, etc. Et c'est leur qualité qu'il est difficile de ne pas leur reconnaître. Donc, vous voyez que là-dessus, et c'est la question qui se pose, quand on définit le mouvement Masorti par ses piliers, est-ce que c'est une exclusive ou pas? Ou c'est un trait du judaïsme ou un trait de certains courants du judaïsme? Et là, celui-là, en tout cas, me semble-t-il, c'est avant tout les Lubavitch qui le font. Ça ne veut pas dire qu'il faut devenir Lubavitch automatiquement, bien évidemment, mais il faut leur reconnaître leur qualité. Alors, le fait de la nécessité aussi de reconnaître, vous voyez, d'écouter la contradiction, d'être dans une écoute de la contradiction, est aussi très important dans un autre texte, alors lui qui est très 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 connu, mais je vais vous le citer quand même, parce il est cité aussi très très souvent, hein. C'est celui-là, c'est une discussion. C'est dans le traité Hérouvine qui dit Rabbi Abba a dit au nom de Shmuel, Shalosh Shanim nichleku Beit Shammai ou Beit Hillel. Donc 3 ans, les Beit Shammai et Beit Hillel se sont disputés. Les loups omrim alacha kamoto, les loups omrim alacha kamoto. Nous, chacun dit c'est la loi est comme notre opinion à nous. Ces deux écoles s'affrontent. Sort une voix céleste, une bat kol, et qui dit Elou ve Elou divrei Elohim Chaim. Cela et cela sont paroles du Dieu vivant. Ce qui est a priori impossible, parce que c'est contradictoire. Il faudrait savoir, soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Mais la halakha est comme Beth Hillel. Et pourquoi là, ensuite, il y a une petite discussion. Pourquoi la halakha est comme Beth Hillel? Parce que Beth Hillel aurait cité les opinions de Beth Shammai, contrairement à Beth Shammai qui ne citait pas les opinions de Beth Hillel. Alors là, ça c'est un texte intéressant, parce que ce texte-là, euh, qui est assez complexe en fait, mais d'abord peut être employé en disant que tout, la vérité divine vaudrait de tout. Alors, c'est pas si évident que ça. Vous voyez, c'est la question du pluralisme sur lequel je voudrais qu'on arrive. On a un peu le temps, mais la problématique du pluralisme, elle est très critiquable à mon avis. Mais là, c'est comme ça que ça pourrait être entendu. Cela et cela expriment la parole du Dieu vivant. Mais c'est pas exactement ce que dit ce texte. C'est plus compliqué que ça. Parce que il sous-entend qu'il faut choisir entre les deux, puisqu'il y a un choix qui est fait pour Beth Hillel. Mais qu'est-ce qui est intéressant par rapport à la question, c'est que Beth Hillel cite les autres. Or, il est intéressant de voir que, en général, le mouvement sorti fait un travail tout à fait remarquable sur le plan des tchouvot, de halacha, alors, avec lesquels on peut être d'accord ou pas, hein. Je ne rentre pas dans tous les détails de ça, ça aussi c'est très compliqué. Mais il y a un gros travail qui est fait, mais qui n'est quasiment jamais cité dans le monde orthodoxe, alors que l'inverse se fera. Donc vous voyez, c'est aussi un problème. Alors, j'ai apporté un texte, mais je ne suis pas sûr d'avoir le temps de le faire, qui est un formidable texte du traité Chagiga, qui demande d'aller écouter les opinions des uns et des autres, et d'ouvrir grand ses oreilles, savoir que l'écoute, le schéma, c'est forcément lié à l'écoute de la différence, des autres, etc., etc., etc. Donc c'est un texte talmudique assez formidable là-dessus, mais je vais le passer parce que je ne veux pas qu'on soit trop long. Mais ce texte existe, ceux qui s'intéressent, il est au traité Chagiga, à la page 3. Un texte assez formidable qui est beaucoup plus profond qu'une lecture superficielle. Maintenant, une fois que j'ai donné ces textes, vous voyez que c'est des textes qui prônent absolument la tolérance, l'ouverture, l'écoute. Est-ce que pour autant, il n'y a pas des limites à tout ça? Parce que il y a, par exemple, et ça, je sais que c'est quelque chose qui peut choquer certains, il y a une mitzvah de la haine. On va dire de quoi vous parlez. Oui, il y a la mitzvah de l'amour, de V'ahavta l'iracha kamocha, mais il y a aussi des choses qu'il faut savoir haïr. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Maïmonide qui dit qu'il y a une mitzvah assez, qui est la mitzvah 189, elle a même un numéro, vous voyez, qui hi shetzivanu liskor ma she'asa lanu Amalek, il faut se souvenir de ce que Amalek nous a fait,
Bakimol Hara, la nourriture, quand il s'est venu nous faire du mal, Velisno Oto Becholet Vaet. Et il faut le détester à chaque moment. C'est-à-dire qu'il y a des choses détestables. Et ça, moi, je trouve, c'est très important. C'est-à-dire que quand on dit, et c'est notre idée qu'il faudrait être, la tolérance serait une valeur absolue, ben non, certainement pas. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que veut dire le pilier du mouvement Matin sorti lui-même, hein, c'est pas moi qui l'ai rédigé d'abord, mais, et puis je sais pas quand les limites de son application, mais en tout cas, moi, ce que j'affirme, c'est qu'il y a une limite à ça, par définition. Et que, du coup, ça nous amène à une discussion, ouais, qui est, alors là, pas facile non plus. C'est quelle est la clé? C'est la tolérance ou c'est le pluralisme? Parce que le pluralisme aussi pose problème. Est-ce que le pluralisme, par exemple, est-il compatible avec une position halachique juive? C'est-à-dire une position de la loi juive. Il y a un moment où je tranche, je suis bien obligé de dire quelque chose. Est-ce que dire, ah oui, mais on est pluraliste, ce qu'on entend souvent dans les courants modernistes, il y a le risque justement d'en arriver à dire que finalement il n'y a plus de vérité. Voilà, Elou, Ve'elou, divrei Elohim Chaim, le texte que j'ai cité tout à l'heure. Oui, donc, on sait plus trop où on se trouve, en fait. Et puis, lui, il fait comme ça, mais l'autre, il fait comme ça. Et puis, c'est pas grave, etc., etc. Vous voyez? Ce qui pose problème. Et c'est là où on va toucher, à mon avis, aux limites de cette affaire. C'est que j'ai cité tout à l'heure les tchouvot du mouvement Massorti, qui sont essentiellement des tchouvot qui émanent du comité de la loi aux États-Unis, où il y a un travail énorme qui a été fait. Et une chose très intéressante, je voudrais prendre des exemples pour illustrer tout ça, mais on n'a pas le temps, c'est que on donne les opinions des rabbins qui ont voté. Parce que c'est un comité, où il y a plusieurs personnes par définition. Il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Ça, c'est déjà intéressant. Vous voyez, c'est pas tranché. C'est tranché parce qu'il y a une majorité, mais c'est pas. Et quelquefois, d'ailleurs, on édite une contre-tchouva, une contre-opinion. Ça, c'est un point que je trouve très, vraiment subtil et sur certains sujets vraiment très bien fait. Mais il y a un autre risque, c'est que justement dans une espèce d'esprit de tolérance, et c'est vraiment c'est le risque du politically correct. Ça imprègne beaucoup la société américaine, et je crois, de ce que j'en connais, le judaïsme américain, et notamment le judaïsme masorti américain, et qui risque fort de devenir un ventre mou. Et c'est pour ça que brandir l'idée de tolérance, d'accepter chacun, etc., soit, mais il y a des limites. Parce qu'il y a un moment, on ne sait plus trop ce que on accepte, et il y a un moment, on peut même en arriver à légitimer l'apathie. Alors là, je voudrais arriver à citer Gershom Scholem. Gershom Scholem, qui est, comme vous le savez, le grand spécialiste de la Kabbale, qui est surtout un intellectuel juif allemand très important de l'époque de la République de Weimar et de la montée du nazisme. Et il a une conférence justement qu'on lui avait demandé sur la symbiose judéo-allemande. Il avait répondu une chose très forte. D'abord, il avait été contre cette symbiose, il n'avait pas parlé de ça vraiment. Et il avait fait remarquer que le judaïsme dominant en Allemagne, qui était donc un judaïsme de l'émancipation initié par Mendelssohn, eh bien, lui, il la considéra, il osa, si vous voulez, parce qu'il a osé, c'était audacieux, qualifier cette symbiose d'abandon, là je le cite, d'abandon de l'intégrité juive afin de sauver de pathétiques restes de la culture juive. Alors, c'est une phrase très forte, qui a fait un peu scandale, mais abandon de l'intégrité juive afin de sauver de pathétiques restes de la culture juive. Et moi, à mon avis, c'est ce qui guette le mouvement sorti. En fait, Scholem, il pose cette critique il y a 100 ans. On est 100 ans après. Et c'est le risque d'un judaïsme, justement, tolérant, ouvert, solidaire avec chacun. C'est de donner ça. Et quelque part, d'être, vous voyez, une espèce d'apathie, un ventre mou du judaïsme.
Et c'est très embêtant, il ne faut pas être le ventre mou du judaïsme. Alors, ça pose plusieurs problèmes auxquels moi je vous invite à réfléchir. C'est la question de la place de l'étude dans nos communautés. Quelle place on donne à l'étude? Et quel niveau de l'étude? Quel sérieux à l'étude? L'exigence intellectuelle. Et donc, l'exigence intellectuelle, ça va de pair dans le judaïsme avec une exigence de connaissance, qui n'est pas facile, il faut reconnaître. Le judaïsme n'est pas quelque chose de très facile à comprendre et à aborder du fait de la langue d'abord, et puis de la difficulté des textes, etc. Mais est-ce qu'on a vraiment, on est capable de tenir cette exigence? Est-ce que on va dans le bon sens de ce point de vue-là? Et là, le mouvement m'a sorti, à mon avis, je ne suis pas le seul à le penser, hein, n'est plus ce qu'il a été, aux États-Unis notamment. Il n'a pas su garder les grands intellectuels juifs, les grands érudits, sont plus vraiment dans le mouvement sorti. Ça pose une question très profonde et qui est le niveau aussi des gens qu'on forme. Donc, si on perd le noyau dur, vous voyez, on va tomber dans une faiblesse. Il y a une autre question qui est le niveau de la pratique juive. Si je veux avoir des gens pratiquants, où est-ce que je vais les chercher? Si moi je suis exigeant, etc., on sort de la fête de Pessah, je veux manger kasher les Pessah, est-ce que je peux aller vraiment manger chez mes amis juifs massortis? C'est pas sûr. Et là, ça pose aussi question. Et vous savez que on dit que c'est un peu un adage un peu caricatural du judaïsme massorti américain, c'est que c'est une communauté avec un public de gens plus ou moins libéraux, mais dont le rabbin est pratiquant. Voilà. Il y a quand même un pratiquant dans la communauté, c'est le rabbin. Alors, je ne sais pas si c'est peut-être un peu sévère vis-à-vis de certaines communautés, je crois que c'est quand même quelquefois un peu d'un meilleur niveau, mais ça pose question. Et dans l'histoire du mouvement massorti, moi je pense notamment sur la question de la tolérance. Je reviens à plusieurs décennies en arrière, c'est toujours aux États-Unis. Il y a eu d'abord le personnage d'Abraham Eshel, dont on se réclame beaucoup, qui n'a pas été très bien traité dans le mouvement Massorti, autant que je sache. Mais il y a surtout une autre affaire qui est, à mon avis, beaucoup plus embêtante, qui est le départ de David Weiss à Livni, qui est un immense érudit, immense talmudiste, du fait que, toute une polémique sur une question de halakha et la- l'accessibilité des femmes au poste de rabbin ou pas, mais de la façon dont ça s'est fait, David Weiss-Halivni, qui est vraiment un immense, immense érudit, un géant de l'étude talmudique, eh bien, a quitté le mouvement Massorti. Et ça pose question. Vous voyez, pourquoi ce mouvement n'est pas capable de garder ce noyau dur? Ensuite, on affirme, je reprends le pilier, on dit qu'on accueille en son sein et sans discrimination des juifs de diverses communautés d'origine et tendances idéologiques ou spirituelles. Mais est-ce que vraiment c'est vrai ça? Est-ce que vraiment nos communautés accueillent toutes sortes de gens? Bah, j'en doute un peu, parce que des gens vraiment de certaines tendances, je ne sais pas ce que ça veut dire, d'origine, dans tendances idéologiques ou spirituelles différentes, je ne sais pas jusqu'où ça va. En tout cas, des quantités d'orthodoxes ne mettront pas les pieds dans une communauté massortie. Donc déjà, on a exclu une grande partie du public. Alors maintenant, c'est peut-être pas vrai partout, hein, mais il y a un problème. Ensuite, la question de l'origine pose question en France. La question du judaïsme séfarade, qui n'a pas beaucoup de place dans nos communautés. Et que c'est quand même, à mon avis, moi je suis ashkénaze, hein, mais c'est à mon avis quand même emblématique que le sidour m'a sorti soit un sidour ashkénaze. Et c'est pas un sidour séfarade. Alors, on a mis un petit peu de séfarade, un peu, on a saupoudré un petit peu pour faire plaisir, mais bon, c'est quand même très limité, hein. Et maintenant, si je suis attaché, il y a d'autres idéologies spirituelles. Par exemple, il y a la question du chassidisme, on sort de certaines fêtes, ben, il y a des piyutim, est-ce que ces piyutim sont disponibles? Non, vous voyez, c'est pas, il y a une tendance à vouloir uniformiser d'une certaine manière de faire qui est tout à fait spécifique, qui est peut-être tout à fait valable, hein, je ne dis pas qu'elle ne l'est pas, mais voilà, il faudrait faire de cette manière-là. Et c'est un mouvement là-dessus
Et c'est vrai aussi ce que je dis en Israël, où là-dessus aussi, à mon avis, de ce que j'ai pu observer, un certain échec, parce que en Israël, le mouvement m'a sorti est resté très anglo-saxon. Il y a beaucoup de mal à sortir de cette façon de faire. Alors, c'est un peu en train de changer. Alors, la tradition séfarade en France, où les séfarades sont si nombreux, ça pose une vraie question. Et comment est-ce qu'on est capable de donner ou pas une véritable place à cette tradition ou ces traditions, parce qu'il y en a plusieurs d'ailleurs. La volonté, je cite toujours, de dialogue avec les différents courants, mais est-ce qu'il existe ce dialogue vraiment? Est-ce qu'on a vraiment un dialogue avec les autres courants? Or, c'est le fait, alors, si ce dialogue est pas en très bon état, c'est le fait forcément les torts sont partagés. Hein. Les orthodoxes viendront très difficilement dialoguer. Il y en a eu quelques tables rondes, mais enfin très peu, c'est très difficile. Mais nous-mêmes, est-ce que nous sommes capables de discuter vraiment également? C'est pas si évident. Combattre l'intolérance, le racisme et l'antisémitisme, bon, ça sur le plan du racisme, il y a la question du racisme à l'intérieur de la communauté juive. Pour moi, ça c'est une lutte qui est tout à fait nécessaire parce que les juifs sont capables d'être racistes comme tout le monde. Là-dessus, je pense que on est assez efficace dans le mouvement de ma sortie, de ce que j'ai pu voir, et je crois dans toutes nos communautés. Par contre, moi, je suis pas du tout d'accord, personnellement, avec combattre l'antisémitisme. Je pense que l'antisémitisme, c'est un problème des non-juifs, c'est un problème des antisémites. C'est aux non-juifs de lutter contre, c'est pas aux juifs de le faire. C'est leur maladie à eux, si vous voulez. C'est à eux de se soigner. C'est pas notre maladie à nous en tant que juifs. Nous, on en subit des conséquences, ça c'est vrai. On peut essayer de s'en préserver au mieux. Mais c'est autre chose. C'est pas à nous de lutter contre l'antisémitisme. Là-dessus, j'adhère pas à ce pilier. Et ensuite, il y a aussi cette conclusion qui dit le pluralisme est une valeur, non un défaut. Or, comme je l'ai montré mais peut-être un peu trop rapidement, le pluralisme, c'est pas évident que ça soit une valeur. Parce que dire tout se vaut, c'est pas forcément vrai. Maintenant, ça dépend ce qu'on met dans le mot pluralisme. Et il y a un moment où je dois affirmer quelque chose. Je défends une chose. Ça ne veut pas dire que je suis pas capable d'écouter une voix plurielle. Bien sûr, que je dois l'écouter. Et ça, si je reprends comme référent la littérature juive traditionnelle, que ce soit la littérature biblique ou la littérature talmudique, c'est truffé de débats tout le temps, aussi bien dans la Bible que dans le Talmud. Donc la contradiction, elle est bonne, elle est positive. Mais le pluralisme, est-ce que c'est ça que ça exprime? Et là, on a un vrai problème, à mon avis, de vouloir trop mettre en avant le pluralisme. Je suis pas convaincu du tout, du tout. Et dire que c'est une valeur, ça me paraît très contestable. Et donc, pour, si je dois à peu près conclure, oui, j'ai passé le temps, eh bien, moi, je pense que la question de la tolérance, dans le moment de ma sortie, oui, c'est des bonnes intentions, c'est très bien, mais en fait, ce qui maintient de façon plus générale dans le peuple juif une forme de tolérance, c'est la pression extérieure. C'est comme on est peu nombreux et sous pression extérieure, bah, on est obligé de serrer les coudes et de serrer les rangs. Ce qui est une bonne chose. Mais est-ce que pour autant, quand on prône ce genre de valeur, est-ce qu'on y adhère vraiment? Est-ce qu'on le fait vraiment sans pour autant tomber dans une espèce de tout se vaut, vous voyez, cette dilution dont je parlais, ce risque de mollesse. Et encore une fois, moi, je regarde ce qui se passe en Amérique que je connais pas très bien, mais enfin bon, c'est plutôt inquiétant de ce que j'entends. Et, euh, et donc, on a bien vu que, vous voyez, pour qu'il y ait la tolérance et une valeur, il faut des échanges contradictoires, il faut des débats, etc. Or, en ce qui concerne le mouvement Sortie français, il n'y en a pas. Moi, ça fait 20 ans que je suis rabbin en ce moment, j'ai jamais fait de débat interne. Il n'y a pas d'échange contradictoire, il n'y a pas d'émulation. Il se passe pas grand-chose, en fait. Et donc, là-dessus, je pense que notre bilan est plutôt faible. Il va peut-être s'améliorer dans le futur, mais pour le moment, il est plutôt faible. Sur la question de la solidarité, bah, solidarité à l'égard de qui, de quoi, là aussi, il y a beaucoup à redire, mais je ne veux pas trop rentrer là-dedans. Et
Donc c'est bien de dire tolérance, solidarité, de mettre en avant le pluralisme, etc. Mais il faut définir les termes mieux et il faut aussi, à mon avis, créer de véritables dynamiques. Alors, cette conférence va peut-être dans ce sens-là, ou cette série de conférences plus exactement. Mais voilà, est-ce que je fais un monologue ou un dialogue, vous voyez, ou un multi-dialogue? Moi, j'aspire plutôt justement à des échanges. C'est donc, pour que ça soit effectif sur le terrain, donc c'est le moment justement de passer aux questions et aux remarques et aux contradictions et, euh, et même des expressions d'intolérance à l'égard de mon propos. Il n'y a aucun problème là-dedans. Donc, je vous passe le micro. Merci, Yeshaya. La parole peut circuler, mesdames et messieurs. Vous êtes invités à ouvrir ce dialogue, voire même cette critique à l'égard des propos du Rav Yeshaya. Oui, pardon de prendre la parole. Euh, je, j'adhère, mais je pense que quand on énonce des choses sans les définir, elles sont forcément critiquables parce que euh, il y a toujours besoin de mettre des limites. Parce que quand on permet quelque chose jusqu'au bout, ben on se détruit. Donc c'est dans tous les principes. On peut dire que il y a, dans le droit, il y a tout le temps, on énonce quelque chose et on met des restrictions. Donc c'est vrai que ben, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà. Ben, ça va dans le sens de ce que j'ai dit. Oui, oui, mais bien sûr, c'est pas pour m'opposer, c'est pour, mais pour l'élargir en disant que je crois que c'est un principe humain ou un principe, enfin voilà, qui vaut partout. Qu'il faut, quand on énonce quelque chose, il faut y penser aussi à ses limites. Très bien. Merci, Laure. Est-ce qu'il y a une question sur ce que j'ai dit? Est-ce que les textes étaient... D'abord, mes citations étaient claires. J'ai cité pas mal de petites choses. Bon, en essayant de respecter le temps. Je me disais que peut-être que si, s'il n'y a pas de contestation à l'intérieur d'une communauté mal sortie, c'est peut-être que tout simplement les gens s'y trouvent bien. Alors, est-ce que c'est à juste titre? Je ne sais pas, mais Bon, c'est peut-être bon j'ai pas signe. parlé de contestation, hein. J'ai pas employé ce terme, moi, personnellement. Mhm. Il s'agit... mais le dialogue ou le débat, bon, passe par une forme de contestation, si on emploie ce terme. Mais s'y trouver bien, justement, est-ce que c'est pas le risque? Oui, pour aller rebondir sur ce que je dis, est-ce que c'est pas le risque, justement, du consensus mou? C'est une des choses que je soulève. Mhm. C'est-à-dire d'avoir des communautés où les gens se ressemblent, sont formatés dans une certaine, comme d'autres communautés le sont à leur manière. Et, euh, et finalement, il s'y passe pas grand-chose. Pour moi, c'est un danger. Oui. Quand je rebondis sur ce que vous avez dit, s'y trouver bien, ça veut dire quoi, se trouver bien? On n'est pas obligé d'avoir les mêmes sensibilités, opinions sur toutes sortes de sujets. Ça ne veut pas dire que je me sens pas bien. C'est pas parce que je discute avec quelqu'un que je me sens mal. Non, tout à fait. Mais quand je dis s'y sentir bien, c'est se sentir bien de prier ensemble, c'est se sentir bien de faire différentes choses ensemble. Et ça, je trouve que c'est précieux. Alors, il faut Ben, profiter des moments où c'est comme ça, puisque ça n'est pas toujours comme ça. oui, ça d'accord, mais ça c'est le propre d'une communauté qui arrive à fonctionner dans une atmosphère agréable. Mhm. C'est essentiel. Mais est-ce que ça fonctionne au niveau du mouvement? Mhm. Mhm. Alors, je D'accord, ne veux pas enfoncer le couteau dans la plaie, mais c'est pas le cas. d'accord. Et est-ce que pour autant ça se passe bien dans les communautés toujours? C'est pas toujours le cas. Moi, je connais peu de communautés qui n'ont pas des lignes de tension. Alors peut-être qu'une partie du public s'en rend pas bien compte, mais c'est rare. Enfin, une synagogue où on s'engueule pas, c'est pas une vraie synagogue. Excusez-moi, mais il y a forcément. Mais comme toute association, c'est normal.
Maintenant que les gens se sentent bien, c'est essentiel, je suis tout à fait d'accord. Michel, je t'invite à regarder le chat parce qu'il y a pas mal de questions qui sont posées par le chat aussi. Moi, je voudrais juste réagir. Et allez-y, madame. Oui, bonsoir. Moi, je m'interroge, j'écoute, hein, je connais pas de l'intérieur, évidemment, ce qui peut se passer au sein des différentes communautés ma sortie, mais la question que je me pose, c'est qui veut dire, au-delà de la propre émulation en interne dans nos propres communautés ma sortie, quelles sont les communautés qui sont volontaires pour le dialogue avec nous? Parce que parler de monologue versus dialogue, il faut bien qu'on ait des interlocuteurs. Et parmi les autres mouvements des courants du judaïsme, quels sont ceux qui sont ouverts à la discussion? Parce que si on frappe à une porte et qu'on ne veut pas discuter avec nous, on peut toujours essayer d'être... Bon, ça, vous avez tout à fait raison, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est pas si simple. La communauté juive, de façon générale, vous voyez, je vais sortir du cadre de ma sortie stricto sensu, n'organise quasiment jamais de table ronde et de débat. Organise des tables rondes intellectuelles quand c'est d'une ordre un peu philosophique et autres, mais des vrais débats sur des vrais sujets qui touchent à la vie communautaire, et, très, très, très rarement, très peu, parce que la communauté juive a peur de ça. Et ça, je parle de la communauté au sens large. Et vous avez raison, c'est pas facile à organiser, mais pour moi, c'est un signe de mauvaise santé de cette communauté. Mm. Je parle du judaïsme français, hein. Et, euh, et donc, le- si la communauté juive française au sens large n'arrive pas à avoir de véritables débats sur des sujets qui intéressent les juifs de France, et ces sujets sont nombreux, eh bien, elle est mal portante sur le plan intellectuel et sur le plan de sa capacité justement à imaginer des solutions. Euh, et des sujets, il y en a. C'est maintenant des voix divergentes qui se laissent entendre, ça existe. Il y a des lieux pour ça. Notamment, je pense à Acadème. Mais les gens ne seront pas assis ensemble à discuter. C'est très rare, c'est très difficile, là, vous avez raison. Mais ces débats-là, il y a quand même des gens qui sont prêts à le faire. C'est pas quelque chose qu'on fait suffisamment, à mon avis. Maintenant, je dis ça, c'est pas si simple à organiser, c'est Mais vrai. est-ce que ça veut dire que l'intérêt individuel de chaque mouvement prime sur l'intérêt collectif d'avoir une communauté juive vivace et dynamique avec ses tensions intérieures? Autrement dit, chacun, on reproduit ce que les sociétés humaines reproduisent, c'est-à-dire à un moment donné, on préfère garder pour soi son petit précaré qui fonctionne bien et, et finalement, tant pis, les autres se débrouillent, même si le collectif aurait plus intérêt à se souder qu'à finalement faire des guerres de chapelle. Moi, j'entends ça quelque part. Finalement, si on n'arrive pas à organiser des débats un peu virulents dans le bon sens du terme, Bah oui, mais c'est moi, probablement c'est ce parce que que, chacun y trouve son intérêt à rester dans sa communauté. oui, mais C'est, ça, c'est à mon avis, justement, c'est un signe de mauvaise santé, ça, pour moi. Mm, Parce mm. que voilà, c'est des chapelles, C'est ça, chacun a son c'est ça. truc. Et puis finalement, les gens ne se fréquentent pas, ne se connaissent pas et n'échangent pas. Et ça, c'est un problème de la communauté juive en général, mais je pense que c'est un problème aussi interne au mouvement Masorti. Maintenant, Mm, c'est une question d'occasion qui se font ou ne se font pas, etc. Mais il y a un moment où dire qu'on est tolérant pour être tolérant, pour moi, c'est quelque chose qui, à la fois, est une valeur, ce que j'ai dit au début, c'est une vraie valeur, qui est, solidarité, tolérance, oui, mais ça a ses limites. Ça veut dire aussi, et puis ça n'a de sens qu'à partir du moment où il y a du poil à gratter. mm, mm, Sinon, je suis tolérant envers des gens qui ne grattent pas, c'est pas, il n'y a pas de, voilà. Il faut un caillou dans la chaussure pour mm, que ça fasse un peu mal, sinon c'est pas intéressant. mm. Michel, je veux te faire passer, transmettre une question de Christelle Clément, qui te demande sur chat. Quelles actions peut-on mettre en place dans nos communautés afin d'améliorer la tolérance et les échanges entre les différents courants, courants communs, débats, rencontres de jeunesse? Qu'est-ce qui est le plus efficace d'après toi? Qu'avez-vous tenté à Dorvador dans ce sens? Alors, moi, sur le plan,
Bon, d'abord, je ne sais pas qu'est-ce qui est le plus efficace, parce que c'est des débats entre jeunes, c'est une bonne chose, entre adultes, c'en est une autre, etc. Ce que je sais, moi, ce que j'ai tenté de faire depuis 15 ans, j'organise une semaine d'études où il y a des gens assez divers qui interviennent. Et si on regarde la liste des intervenants, j'ai fait venir des gens les plus divers, aussi bien des rabbins de tous les courants que des gens de toutes sortes d'obédience et de sensibilité. Maintenant, c'est pas stricto sensu des débats, c'est plus de l'étude, mais c'est par exemple cette semaine d'études que j'organise chaque année, elle a pas son équivalent à ma connaissance en France. Pour Personne dire quelques ne fait ça. mots aux participants, tout le monde ne sait Hmm. peut-être pas de quoi tu parles. Pardon? Est-ce que tu peux rappeler aux participants de quoi tu parles? C'est quoi cette Je semaine parle d'études? d'une semaine d'études que depuis de 15 ans que j'organise à l'approche de l'été chaque année, qui aura lieu encore cette année et où s'expriment des gens très très différents. Et bah, par exemple, ça, je crois pas que ça existe. Il n'y a pas l'équivalent ailleurs, des gens qui s'assoient comme ça pour étudier, à ma connaissance. Maintenant, Il y a Limoud en France, dans différentes communautés. Ça ressemble à cela. Limoud, non, parce que Limoud, alors c'est intéressant Limoud, tu vois. Moi, j'ai participé depuis son départ à tous les Limoud quasiment, et il n'y a pas de débat. Les gens se croisent dans les couloirs sans débattre. Tu vois, c'est comme une espèce de foire, c'est le salon du judaïsme. Il y a très très peu de débats. Et moi, j'insiste toujours pour organiser des débats et c'est toujours compliqué et c'est pas toujours ce qu'on cherche justement. Moi, je pense que la communauté juive, de façon générale, elle a peur des débats. Elle a peur des vrais échanges. D'après Non, toi, les moods, c'est pas un d'après bon toi, exemple de lieu de débat. C'est un exemple de lieu pour voir des gens différents, ça oui. Mais on ferait le tour de stand comme ça. Jean-Claude, s'il te plaît, vas-y. oui. Et d'après toi, Yeshaya, euh, pourquoi la communauté juive a-t-elle à ce point peur de débattre? Alors ça, d'abord, je suis pas sûr que ce soit toutes les communautés juives, hein. Oui. Quand je dis, moi, je pense que en France, c'est très très marqué. Et il y a une question il y a plusieurs facteurs, hein. Je ne sais pas exactement pourquoi. D'abord, il y a la peur de montrer des divergences. Il y a la peur de la contradiction. Et ça, c'est certain. Maintenant, il y a peut-être aussi des questions, disons, sociologiques ou du fait des organisations. Par exemple, le consistoire ne cherche pas vraiment à installer un système de débat et le fuit même très clairement. Si par exemple un rabbin consistorial ouvert, et il y en a, venait à débattre, à venir participer, là, il se ferait taper sur les doigts. Donc c'est difficile à organiser. Mais de façon générale, c'est pas dans la culture je sais pas pourquoi vraiment d'ailleurs, c'est pas dans la culture juive Mm. française. Mm. Et ça, c'est à mon avis un vrai manque. Mais même chez les gens qui sont prêts à débattre, on n'organise jamais. Moi, par exemple, je suis depuis 25 ans, 25 ans que je suis rabbin en France, j'ai jamais eu un débat face à Rivonne, que j'ai, qui est là aussi. Ça n'a jamais existé. On pourrait. Mm. J'ai jamais eu un débat face à d'autres rabbins ouverts. Enfin, il y en a, hein. Ou rabbin ou pas rabbin. C'est parce qu'on ne le fait pas, c'est tout. C'est pas, Mm. c'est une dynamique qui ne se met pas en place. Et moi, je le regrette personnellement. Je pense que le judaïsme français est appauvri de ça, beaucoup. Mm. Et il y a peut-être une bonne façon aussi de faire se rencontrer les communautés diverses, c'est l'étude justement. Par exemple, j'étudie avec une communauté orthodoxe et ils savent que je vais dans une communauté ma sortie, mais ils m'acceptent. Oui, mais est-ce que ça, pour autant, ça vous crée un lieu de débat? Oui, à partir de l'étude. Parce que si on a une lecture un peu différente, tout de suite, c'est quelque chose qui amène effectivement une controverse. Mm.
qui peut être très vite éteinte, hein, je reconnais, très vite. Vous comprenez, par exemple, dans le cadre de l'étude, l'étude elle-même, l'étude classique, elle est le lieu de, a priori, elle pousse à la discussion. Le problème, c'est que souvent dans les lieux d'étude, du fait même de la difficulté d'ailleurs, du sujet d'étude et de la forme des textes, il y a peu de temps en général à la discussion. Ça, c'est peut-être une erreur de ceux qui enseignent, y compris moi personnellement. Mais vous comprenez, ce débat-là, c'est pas seulement le débat sur des sujets de fond. Par exemple, il y aurait à débattre, si on prend le moment assorti, sur des questions d'ouverture sur une pensée différente. Et notamment, par exemple, la question de la modernité soulevée, comment on la pense. Vous voyez, on fait face aux connaissances actuelles ou pas. Est-ce qu'on l'introduit dans l'étude classique ou non? Et ça, je suis pas sûr que dans les cercles que vous fréquentiez, ça soit toujours très ouvert là-dessus. Hmm. C'est pas simple, hein, parce qu'il y a une tendance à la fermeture, mais y compris chez nous. C'est-à-dire que moi, ce que je dis, c'est que il faut aussi entendre les réticences des autres. C'est pas exclusif, vous comprenez? C'est pas les vilains d'un côté et les bons de l'autre. Hmm. Et au sein du mouvement Ma Sortie lui-même, il n'y a pas de débat. Moi, j'en ai jamais vu. Sur quoi que ce soit, y compris sur des questions que j'ai soulevées, par exemple la place du rituel séfarade. Ça n'a jamais été un sujet de débat, alors que ça devrait l'être. Donc, il y a une question de la présidente de la communauté en devenir de Hadat Chesed de Lyon, que tu connais bien, Yeshaya, Ben qui oui, te mais demande une recette pour attirer le séfarade, voilà, exactement. Quelle est ta recette pour attirer les Sfarades? ben c'est en étant séfarade, tout simplement. Il faut qu'il retrouve son... c'est que... Non, mais puisque ce il a thème, besoin de retrouver son... puisque ce thème te préoccupe, quel est, à ton avis, le problème qui éloigne les Sfaradim des communautés massortines? Mais ça dépend, encore une fois, c'est parce qu'il faut que cette communauté soit séfarade. Elles ne le sont pas. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de Sfaradim qui sont attirés par le mouvement massorti? Si, il y a des sfaradim, mais ils sont ashkénisés. Bien sûr, il y a des Sfaradim. Bah, parce qu'il y a un problème en ma sortie, au sens français, mais c'est vrai aussi aux États-Unis, où c'est très très marqué, mais ça c'est une question aussi de statistique. Mais français, c'est du fait de l'histoire des communautés. Comment C'est très intéressant si tu prends le Sidour. L'histoire du Sidour, ma sortie, il y a toute une histoire derrière. Ça a d'abord été au départ une traduction du Sidour américain qui s'appelle Sim Shalom, je crois, qui est un séjour askénaze, à mon avis assez mauvais d'ailleurs. Et puis, on a eu un débat, enfin, je ne vais pas revenir sur toutes ces histoires passées. Moi, j'ai essayé de dire qu'il fallait introduire plus de trucs séfarades, mais enfin, c'était un bras de fer en permanence. Et de toute façon, je vois pas pourquoi une communauté, ma sortie, n'aurait pas un sidour strictement séfarade, avec un vrai rituel séfarade. Parce que peut-être la plupart de ces membres ne sont pas Sfaradim et n'ont pas cette Mais sensibilité. c'est pas forcément la question qui est posée justement par Pascal de Lyon. Elle est justement, pourquoi un Sfarad irait dans une communauté ashkénaze? S'il veut retrouver son atmosphère, ses airs, etc. Maintenant, qu'il y ait je sais pas, il faut faire l'essai. Non, moi, je peux te dire qu'une chose, c'est que ces questions-là, quand tu vas dans certaines communautés, d'abord, c'est sociologiquement. La communauté de Marseille, je pense qu'il n'y a pas un seul Ashkénaze, ou peut-être il y en a un qui est perdu là-bas. À Nice, pareil, moi j'étais un des seuls Ashkénazes. Donc c'est faux que les Sfarades ne sont pas intéressés. La question, encore une fois, qu'est-ce qu'on met? Ça nous ramène à ces questions de piliers. Soit on met des valeurs, et restons dans le pilier d'aujourd'hui, sans parler des autres, et que c'est tolérance et solidarité, eh bien, je pense que la plupart des juifs séfarades sont intéressés par la tolérance et la solidarité. Donc je vois pas pourquoi ils ne seraient pas attirés.
Maintenant, on n'a pas l'exclusif, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la tolérance et de la solidarité. Les Lubavitch sont très forts en solidarité, comme je l'ai dit, tolérance peut-être un peu moins, mais ils prennent les gens comme ils sont. Dans le débat, ça, c'est pas trop le lieu de débat. C'est que il y a un moment où il faut savoir ce qu'on cherche à donner aux gens. Et je pense que le judaïsme séfarade, c'est un judaïsme qui, naturellement, il penche plutôt vers un judaïsme plutôt bon enfant et solidaire et tolérant. Dans sa nature, je parle pas dans ses déviances qu'il a Mm. pu emprunter pour une partie à travers le parti chasse et autres. Et, euh, et donc, il n'y a pas de raison, par exemple, euh, je pense à certaines personnalités de séfarades en Israël, qui ne seraient pas attirées d'une manière ou d'une autre par le mouvement sorti. Par contre, il aura du mal à voir remettre en cause des choses d'un judaïsme traditionnel auquel il est attaché. Et là, on retombe sur la question que j'ai soulevée d'une forme de politically correct américaine, là où finalement, il faudrait absolument être d'une certaine manière dans l'air du temps et qui n'est pas forcément si efficace. En tout cas, la question doit être posée. Et à mon avis, en France, elle est fondamentale. C'est une question statistique. Est-ce qu'il y a d'autres questions, observations? Oui, sur notre petite expérience à Aix-en-Provence, euh, nous avons pensé, encore maintenant, peut-être pas si judicieusement, que la bonne façon enfin, des bonnes façons pour développer notre proximité avec le mouvement consistorial était d'organiser ensemble des événements. Force est de constater que sur les 3 ou 4 dernières occasions, si on a pu noter une volonté de réussir, je dirais, enfin, à défaut de dire un rapprochement, disons une proximité, plus grande proximité, ça a pas vraiment fonctionné parce que derrière enfin, cette volonté affichée n'a pas conduit les membres véritablement ou pas sensiblement à participer aux événements ou à s'inscrire aux événements organisés dans l'autre communauté. Donc, ce qui me paraît clair à cet endroit, c'est que il est si facile de penser que les rapprochements sont jouables. Il est si facile de penser que nous avons des choses à partager, à nous dire, à échanger, mais dans les faits, ça n'est certainement pas si facile qu'à l'intérieur enfin, jusqu'à ce qu'à l'intérieur de chacun, il y ait une vraie décision d'aller à la rencontre de l'autre. C'est pas seulement lié au judaïsme, mais je crois aussi beaucoup un problème d'actualité, donc une aggravation de l'actualité dans ce domaine. Néanmoins, une vraie réunion a pu être organisée à Aix où participait donc notre rabbin Stéphane et le rabbin de la communauté consistoriale et on y a travaillé longtemps, 1 an et demi et cette conférence dont le titre était Ce qui nous unit je crois enfin, nous avait fait faire un pas les uns certainement avec les autres et ça a été suivi je pense d'une forme de débat au sens de ce que dit Yeshaya. Donc, ça veut dire qu'on doit pouvoir avancer dans cette direction, mais c'est effectivement très difficile. Enfin, pour ce qui concerne euh, ma sortie, je pense qu'il faut poursuivre à tout prix ces réflexions, ces rencontres, enfin, ces occasions d'échanger parce que il ne me semble pas que chacun d'entre nous au sein du mouvement Ma Sortie ait encore véritablement, enfin, ou majoritairement compris qui nous sommes ou qui nous sommes vraiment par différence s'il y en a. Et je reviens vers ma remarque ou ma question à Ethan lorsqu'il était venu à Aix-en-Provence en lui disant que ce qui pourrait aussi nous aider à mieux nous connaître ou à échanger et peut-être débattre, même si c'est autre chose comme le dit Yeshaya, c'est peut-être de nous réunir davantage en intercommunauté parce que objectivement, moi, enfin, et nous, chez AX et moi personnellement, je souffre de ne pas, de ne pas rencontrer assez les autres communautés ma sortie et je crois que c'est un vrai frein pour qu'on se construise ensemble quelque chose de fort. C'est prévu, j'espère que ça sortira d'ici la fin de l'année. Oui, j'espère aussi. Mais bon, je voudrais
Pour vous répondre, d'abord, il faut bien comprendre que le système du judaïsme français est très spécial du fait de l'histoire consistoriale. Hmm. Et que le consistoire français, il a son histoire interne avec des courants internes différents hein, qui ont existé au sein du consistoire et qui ont eu tendance ces dernières décennies à s'uniformiser et à avoir sous la houlette d'une forme de réaction, si je veux dire, au sens réactionnaire. Bon. Et, euh, et là, c'est très clair. C'est que tout est fait au sein du consistoire pour empêcher le rapprochement avec les autres communautés, quelles qu'elles soient, dès lors qu'elles ne sont pas consistoriales. Et donc, ça ne veut pas dire que c'est le fait des membres de ces communautés. C'est en général qui sont des gens très ouverts. Et c'est le fait de l'institution et de ceux qui dirigent cette institution. Hmm. Donc, là, il y a un vrai problème. Il y a une vraie difficulté auquel on se heurte. Maintenant, moi, ce sur quoi je mets le doigt aussi, c'est que il suffit pas il faut d'abord pousser dans le sens de ce que vous avez fait, l'expérience que vous racontez est positive quand même, mais c'est très compliqué. Et surtout, il y a une énorme ignorance. Les gens croient que c'est fondamentalement différent et comprennent absolument pas ce que c'est qu'un judaïsme maçonnique, justement très traditionnel. Mais moi, j'ajoute un point, on n'a même pas ça entre nous. Mhm. D'accord? Ça n'existe pas, tout simplement. Mhm. En 25 ans, on a organisé une fois, un week-end commun. C'était à Nîmes, entre la communauté de Nice que je présidais à l'époque, et je crois qu'Aix n'existait pas encore, et à Shalom. C'est-à-dire que, et moi je suis à Paris, il y a strictement rien de commun. Rien. Ça n'intéresse même pas. Donc, cet état des lieux, il est et vis-à-vis d'autres communautés ouvertes, il y a des communautés qui sont pas consistoriales, qui sont plus ouvertes, ça. Il y a pas finalement cette émulation. Moi, je suis très très critique par rapport à ça, mais même alors là, au niveau interne, devrait y avoir, il n'y a pas. Et Alors, ça, faut se Yeshaya, poser la question. je t'invite à prendre l'initiative de faire un débat de ce sort et je te garantis que ma sortie France t'apportera tout le support pour organiser un débat, un dialogue ouvert. Voilà, je te jette le gant. Bah, ça fait 15 ans que je fais ma semaine d'études. Voilà, alors tu vois qu'il y a déjà la semaine d'études dont tu parles. Oui, mais ça n'a jamais été relayé, n'a jamais intéressé grand monde, en dehors du cercle des gens que je connais, qui est assez large, mais voilà, c'est une question d'état d'esprit. Peut-être de notre côté, ma sortie France, on va essayer d'organiser ou vers les fêtes ou avant l'été un événement pour réunir les communautés et permettre un dialogue autour de sujets qui nous intéressent à tous. Ça, c'est une promesse que je fais en tant que coordinateur de ma sortie France. Je crois que c'est important, tu as raison de le mentionner, et ce dialogue interne est extrêmement important. Cette série de conférences est un début de création de dialogue autour des piliers, qu'on comprenne qui nous sommes. Ce n'est pas suffisant, mais c'est déjà un premier pas. À le Voilà. vaille. S'il y a encore d'autres remarques, d'autres questions, sans ça, je vais remercier Yeshaya de nous avoir consacré son temps, de nous avoir enrichi de sa sagesse. Et merci à vous tous et à vous toutes de votre participation. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci